Bonjour à tous, merci de regarder François. Où en est la Guadeloupe depuis une dizaine de jours? Les Guadeloupéens se rebellent, non pas contre le vaccin, comme vous le dites, le dira très bien notre invité maître Hélène Bessis aujourd'hui. Ils ne se rebellent pas contre le vaccin en lui-même, mais contre l'obligation vaccinale. Vous nous reparlerez de ça. On voit des barricades pour bloquer les routes, pour bloquer la circulation en Guadeloupe. Où en est la situation aujourd'hui, mesdames? Merci d'avoir accepté notre invitation avec maître Hélène Bessis, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Bonjour, madame. Bonjour. Et madame Soumia Saya, qui est avec nous, qui est infirmière et porte-parole, infirmière libérale et porte-parole d'un collectif. On en reparlera après. Bonjour. Euh, une petite introduction de vous-même. Toutes les deux, je vous laisse vous partager la parole et dites-nous où on est aujourd'hui, voilà, presque 2 semaines après le début des événements. Voilà, où en est la Guadeloupe, comment vivent les Guadeloupéens aussi. Si vous voulez, aujourd'hui, la Guadeloupe est effectivement dans une situation difficile. Vous avez de nombreux barrages. Alors, c'est vrai que certains sont enlevés la nuit par les forces de l'ordre, sauf qu'ils sont reconstruits le lendemain matin et qu'il y a certaines villes, dont Sainte-Anne, Petit-Canal, Petit-Bourg, Soumia pourra vous parler de Petit-Bourg plus amplement, et sur la Basse-Terre, c'est impossible de venir. Je veux dire que les tribunaux, que ce soit ceux de Basse-Terre, puisque nous avons deux tribunaux à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre, les tribunaux sont fermés jusqu'à aujourd'hui. On ne reçoit que les audiences pénales de comparution immédiate, c'est-à-dire d'éventuellement ceux qui auront été pris sur les barrages, etc. Tout est fermé. Maintenant, comme disait un magistrat que j'ai eu au téléphone hier, on vit un peu au jour le jour, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire lundi, mardi et la suite. C'est compliqué de circuler. Il y a des difficultés d'approvisionnement, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que compte tenu des thèmes qui sont engagés, il y a quand même un certain soutien de la population. C'est vrai que certains râlent, mais comme toujours, hein. C'est vrai aussi qu'il y a quelques débordements. Enfin, vous avez eu les Black Blocs, je crois, pendant les Gilets jaunes et autres manifestations du genre. Donc oui, il y a des débordements, c'est vrai. Cela ne devrait pas exister parce que ce que souhaitent ceux qui portent cette révolution, entre guillemets, cette contestation, ils souhaitent quoi? Ils le souhaitent, parmi les objectifs majeurs, je dirais, c'est la fin de l'obligation vaccinale, c'est la fin du pass sanitaire et, curieusement, pour certains peut-être, mais pour nous ça a une certaine importance, que l'on traite les problèmes d'eau, parce que chez nous, on a de très gros problèmes d'eau. Pourtant, l'aide à l'eau et l'accès à l'eau est constitutionnellement reconnu. Mais donc, après, on nous dit qu'on ne peut pas suivre certains gestes barrières. Ben oui, mais quand il n'y a pas d'eau, je ne vois pas comment on fait, hein. Ça, c'était un point qui était intéressant on a pu sortir en début de semaine à François justement plusieurs interviews de syndicalistes guadeloupéens ou Oui, d'habitants et on voyait justement ça. Il y en avait, les syndicalistes disaient, on n'est pas étonné de cette révolution. D'ailleurs, je vous redemanderai après si le terme révolution aujourd'hui est pertinent dans le sens où est-ce que c'est vraiment une révolution? Mais justement, les syndicalistes disaient on n'est pas étonné parce que ce n'est pas contre que l'obligation vaccinale. Ce sont des problèmes sur on n'écoute plus les Guadeloupéens. Le gouvernement français n'a plus écouté les Guadeloupéens depuis des décennies. Et ce sont là une remise en cause du droit du travail, mais aussi ces coupures d'eau incessantes parce que les canalisations ne sont pas refaites. Même là, dans les barricades, on voit il y avait un habitant, je lui demandais, c'est les voitures de qui sont mises sur ces barricades? On voit des voitures qui traînent des voitures. En fait, ce sont des carcasses de voitures que les services de dépannage ne peuvent même pas enlever. Donc c'est ça. Mais si vous voulez, l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, avec les impacts que ça, parce que vous avez aussi un collectif des restaurateurs en colère, parce que effectivement, le pass sanitaire
leur a diminué leur chiffre d'affaires de plus de 30%. Donc, si vous voulez, ça a été l'effet déclencheur, l'effet catalyseur, à savoir l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, mais derrière, des revendications qui avaient été déposées par les différents syndicats contenaient une dizaine de points, dont des points qui traînent depuis des mois, voire des années. Effectivement, hein, je te rejoins Hélène sur tous ces points. On a aujourd'hui une situation qui est à bout de souffle en Guadeloupe parce que bon nombre de revendications et de manifestations ont été déjà évoquées depuis les manifestations des syndicats depuis juillet et des points de revendication, notamment sur la problématique de l'eau, avec la présentation du plan Orsec eau potable qui a même été déposé à l'Assemblée et demandé en application, n'a toujours pas été entendu par nos élus locaux ni par le gouvernement. Donc, on est dans une situation critique avec une grande précarité, avec des gens qui aujourd'hui, alors pour la profession, sont suspendus compte tenu de cette obligation du pass sanitaire et cette obligation vaccinale qui pointe son nez et qui met en grande difficulté la profession et en grande difficulté bon nombre de commerçants et tout le pays de façon générale. On a des jeunes qui sont en situation très précaire et qui ne voient plus aujourd'hui d'avenir. Donc, on a effectivement d'abord un mouvement qui a été initié par les professionnels de santé, les syndicats, et maintenant les jeunes commencent à prendre le mouvement un petit peu à bras-le-corps pour dire que ça n'est plus possible, ils ne sont pas entendus, ils réclament des formations, ils réclament plus de travail et d'être entendus tout simplement. Et si vous voulez, en ce qui concerne les suspensions, voire les interdictions d'exercer, ça a aussi un impact sur le monde économique, parce que certains cabinets, que ce soit d'infirmières, de médecins, de radiologues, de kinésithérapeutes, etc., ils ont des collaborateurs. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde est au, entre guillemets, chômage, étant entendu que sur le plan du droit, c'est l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, l'une des 26 qui existent dans la France entière, qui envoie les ordres de suspension et les interdictions. Juridiquement, ça devrait relever des ordres, puisque ça devrait être une sanction disciplinaire au sens du code de déontologie des médecins. Or là, on veut empêcher les médecins de soigner, on va se retrouver dans une situation sanitaire qui va être extrêmement délicate et difficile. Et c'est vrai aussi qu'on essaye de masquer ça en vous disant mais non, tout le monde est vacciné maintenant, on n'aura pas ce problème, il y aura toujours, il y a très peu de médecins qui ne sont pas vaccinés, que ce soit au CHU ou dans le libéral. Je suis désolée. Si je calcule simplement les dossiers que j'ai moi, ce n'est pas quelques médecins, hein. C'est ça. Et aujourd'hui, au niveau des personnels soignants, pour ceux qui sont déjà suspendus, ils n'ont pas du tout la patientèle n'a pas été redistribuée. Donc, normalement, ça a incombé à l'ARS de redistribuer les patients de façon à ce qu'ils puissent être pris en charge par d'autres professionnels de santé encore en fonction. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, j'ai des collègues qui sont suspendus, qui continuent de travailler. Il faut savoir que la suspension engendre donc une suspension de salaire, mais pas du tout une suspension des charges. Donc, on a des charges qui courent encore et on a des collègues qui ne savent plus comment faire, qui ne peuvent plus mettre d'essence et qui essayent d'aller travailler ou à vélo pour pouvoir continuer à prodiguer des soins bien qu'ils ne soient plus payés. Et ça, psychologiquement, c'est très compliqué. Je comprends bien. Alors ça, effectivement, on en a parlé déjà, on a reçu beaucoup de soignants qui, effectivement, vont dans votre sens, Madame Saya.
c'est juste, on reviendra dessus. Là, par contre, l'actualité, on va dire, c'est Madame Hélène Bessis, euh, vous avez choqué quelques personnes sur Internet avec votre interview sur le courrier des stratèges, puisque selon vous, et c'est quand même assez grave, vous allez nous en parler, l'hôpital là-bas, ce sont des pompiers qui l'auraient révélé, l'hôpital cache des vaccinés. Quand ils vont à l'hôpital, on dit ah non, ils ne rentrent pas dans les chiffres, on ne veut pas voir que les vaccinés rentrent à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et quels sont vos... Et je demanderai d'ailleurs un droit de réponse à France Inter, qui m'accuse de répandre des fake news et qui accuse également Réinfo Covid, avec laquelle je travaille, d'être le champion des fake news. Alors, je suis désolée, comme je l'ai dit au courrier des stratèges, les pompiers, mais c'est en direct, il ne s'agit pas de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ce sont des pompiers eux-mêmes qui m'ont révélé ça. Ça a été confirmé par du personnel soignant de l'hôpital, en direct, à moi personnellement, à personne d'autre. Et il faut savoir ici le rôle des pompiers. C'est-à-dire que quand vous devez être transporté de votre domicile à l'hôpital, la plupart du temps, sauf dans des cas d'urgence où c'est l'ambulance SAMU qui intervient, c'est le pompier qui va transporter le corps, qui va stabiliser le patient, etc. Or, les pompiers, comme normal, remplissent un questionnaire avec le patient lui-même, s'il est en état de parler, ou avec sa famille. Et parmi les questions qu'ils se doivent de poser, c'est « êtes-vous ou non vacciné ?» Et quand ils arrivent à l'hôpital, alors là, c'est « au secours, mais vous êtes fou, on ne met pas ça, vous le rayez dans notre dossier, il ne doit pas y faire état, on ne doit pas faire état du statut vaccinal, surtout s'il est complet. Quelqu'un qui a un statut vaccinal de 2 doses, ouais. Surtout, on ne doit pas le mettre sur le dossier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous annonce les morts Covid en vous disant « Ah oui, mais la plupart des hospitalisés, voire des morts, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés », c'est un mensonge qui est extraordinairement, comment dire, j'allais dire énorme, mais oui, je trouve ça, c'est une tromperie. Je comprends, mais du coup, comment, bien sûr, si c'était vrai, c'est une tromperie abominable. Parce que surtout. Non, c'est vrai, Romain. Oui, mais alors du coup, comment. Depuis le mois d'août, cette directive. Et en fait, Alors attendez, juste, j'aimerais demander, pardon, Madame Saya, mais juste, je voudrais savoir comment est-ce que le personnel hospitalier, comme vous avez dit, en est venu à vous dire, à vous confirmer ça des pompiers. Comment est-ce qu'ils le disent normal, naturellement? Non, ils ne le disent pas normal, naturellement. Ils le disent à des gens en qui ils ont confiance. Ce sont soit des clients, soit des gens que je connais directement. De toute façon, Soumia vous en dira elle-même ce qu'elle sait par ses collègues infirmières. Moi, c'est des pompiers qui ont commencé à me le dire. J'aurais dit, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Et j'ai eu une confirmation, 2 confirmations, 3 confirmations. Je sais que Jocelyn Zou, qui est le porte-parole d'un des syndicats de pompiers, je ne sais jamais si c'est ou l'autre, il l'a dit publiquement, c'est un ordre qu'ils reçoivent. Donc, je veux dire, c'est quelque chose quand même d'abominable parce que ça veut dire qu'après, vous avez la mention éventuelle, malheureusement, si c'est un décès, on vous dira que c'est un décès Covid. Et on vous dira, il n'était pas vacciné. Et c'est des gens qui viennent pourquoi justement se vacciner? Est-ce que c'est même un vacciné qui s'est fracturé un os, qui n'a rien à voir avec Absolument. Oui, tout le monde. Absolument. Si vous voulez. Pourquoi cacher un vacciné pour une fracture du genou, par exemple, je crois. Imaginons qu'il arrive quelque chose, qu'il attrape une maladie nosocomiale, donc une maladie hospitalière, qu'il se passe quoi que ce soit, qu'il ait un effet secondaire, qu'il ait un problème au poumon, qu'il ait un... Bon, après, on ne sait jamais, vous savez. Il y a toujours un risque quand on va à l'hôpital, même pour une fracture ou même pour une opération, même si c'est le plus sécurisé possible. Voilà, donc,
vous devez donner votre statut vaccinal. Normalement, quand on vous fait, entre guillemets, ce que j'appelle l'interrogatoire, quand vous devez partir, soit avec un pompier, soit avec… je l'ai connu il y a quelques années. Hein, donc, je veux dire, les types, ils vous posent des questions. Ils vous demandent, est-ce que vous êtes allergique à ceci, à cela? Est-ce que vous avez eu telle ou telle maladie? Est-ce que vous avez eu des opérations? Donc, ils font, et c'est normal, ce qu'on appelle un historique médical. Et parmi les questions aujourd'hui, c'est êtes-vous vacciné? Et eux, ils remplissent consciencieusement, c'est leur boulot, ils remplissent consciencieusement ce document. Et pourquoi aussi les pompiers sont très remontés, si j'ose dire, c'est que il faut savoir ici que ce sont majoritairement des pompiers volontaires et qu'ils ne sont pas vaccinés. Et quand ils disent « on veut me faire vacciner » alors que moi je transporte des malades, vaccinés ou pas vaccinés, on le sait, les études montrent que de toute façon les vaccinés sont autant contaminants, voire plus qu'un non vacciné. Je les transporte, je m'occupe d'eux, je les entretiens, etc. Et aujourd'hui, on voudrait m'obliger, moi, à me faire vacciner, alors que ça fait 18 mois que je transporte tous ces gens-là et que j'ai jamais rien eu. Voilà un peu le discours synthétisé des pompiers. Je comprends. Madame Saya, du coup, pardon de vous avoir coupé, comment pouvez-vous compléter les propos de Madame Bessis? Oui, alors moi j'ai eu vent de cette histoire d'effacer le statut vaccinal dans les dossiers de soins à l'hôpital au mois d'août, quand on a eu la vague, la quatrième vague du mois d'août là. Et donc du coup, certains de mes collègues ont demandé pour quelles raisons ils ne devaient pas stipuler dans les dossiers que les patients étaient vaccinés en l'occurrence. Donc, les cadres de service ont rétorqué, notamment une, aurait rétorqué, je dis aurait parce que c'est toujours ce qu'on nous rapporte, hein, qu'en ne sachant pas si les mutuelles allaient prendre en charge les patients, s'ils tombaient… Enfin là, pendant la vague, c'était vraiment qu'ils étaient Covid. Donc, s'il y avait des soucis par rapport, en fait, d'effets secondaires, etc., ou de décès, pour pas qu'il y ait de soucis avec les assurances ou les mutuelles, il valait mieux gober voilà, le fait qu'ils soient vaccinés. Donc, ça fait un petit moment que le mot d'ordre est donné de ne pas stipuler dans les dossiers que les patients soient vaccinés ou non. Donc, et alors pour savoir si l'hôpital allait pouvoir être remboursé, être payé dans tous les cas, ou l'hôpital non? Pas l'hôpital, hein, c'est surtout les gens. Moi, je pense qu'il y avait une autre volonté derrière, hein, effectivement, de masquer probablement que les vaccinés faisaient du Covid, beaucoup plus que les non-vaccinés, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le cas, hein, que ce sont des catalyseurs à variants. Voilà, ce sont les faits. Hein. Donc, c'est plus facile de dire que les non-vaccinés propagent le variant. Alors, comme c'est le mot d'ordre, on va dire, de la doxa gouvernementale, il ne fallait surtout pas qu'on apprenne que la plupart des vaccinés allaient certainement faire reflamber l'épidémie, un type de variant. Alors, certains cadres de santé, pardon Soumia, tu dis certains cadres de santé ont donné une explication entre guillemets qui aurait pu être logique techniquement, mais enfin, elle ne tient pas la route quand on étudie les contrats de mutuelles et autres. D'autres vous disent, mais vous savez que c'est une instruction qu'on a de l'ARS, l'Agence régionale de santé, parce que ça va permettre de donner des chiffres qui font peur. Oui, parce que la technique, elle est là aussi. Hein. Là, la question, mais justement, parlons. Alors déjà, tous les propos que vous venez de tenir jusqu'à maintenant, vous serez prêtes toutes les deux à les tenir devant un tribunal? Ah oui. Sans problème. Sans aucun problème, ok. Donc, c'est juste pour savoir bien la crédibilité des sources. Ce qui nous intéresse maintenant, vous parlez justement des chiffres des vaccinés. Vous avez dit dans le courrier des stratèges qu'on donne 80% pour la Guadeloupe. Moi, je suis allé voir sur la RS de Guadeloupe, ils disent qu'il y a 46,43% des Guadeloupéens qui ont au moins une dose. Donc, ça veut dire qu'on estime en Guadeloupe que c'est à 40% de vacciner 2 doses. Alors, les 85%, ça concerne l'hôpital, il me semble. Ils ont annoncé qu'il y avait 85% de vaccinés à l'hôpital. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans les 85% annoncés par M. Cotellon, il y a aussi les certificats de rétablissement.
ils ont comptabilisé. En fait, c'est 85% de passes sanitaires en règle. Donc, dans ces 85%, il ne faut pas oublier le nombre de certificats de rétablissement. C'est-à-dire de gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont fait la Covid et qui sont aujourd'hui qui ont 6 mois de pass sanitaire. protégés pendant 6 mois, si ça continue à durer 6 mois. Ça risque d'être diminué, la durée. Ça. D'accord. D'après les échos que j'ai, mais là, je n'ai pas de vérification, donc c'est pour ça que j'emploie le conditionnel. Donc, mais par contre, ça rejoint cet argument. Enfin, si c'était un fait, ce que vous dites, c'est de la manipulation. Vous dites en gros, donc pour traduire, que le gouvernement ou pas que le gouvernement, pas que les institutions manipulent les informations sans forcément mentir, mais manipulent. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il y a 85% de vaccinés de doses, on dit qu'il y a du pass sanitaire. On fait croire aux gens. On a constaté que depuis le début de la pandémie, les chiffres étaient manipulés, étaient instrumentalisés. Moi, je pense dans le but d'inciter beaucoup plus de gens à aller vers la vaccination, à faire peur aussi. On présente la vaccination comme la panacée universelle. Or, c'est faux. C'est faux, la vaccination n'est pas la panacée universelle. C'est une des méthodes qui va permettre de protéger. Étant précisé que c'est un vaccin, entre guillemets, c'est une injection, diront certains de mes clients, laquelle injection n'a qu'une AMM, une autorisation de mise sur le marché, que provisoire et conditionnelle. Et qu'à ma dernière connaissance, selon également ce qui s'est passé au tribunal judiciaire de Paris avec mon confrère Diane Prota, elle a soulevé ce problème de a-t-on fait le renouvellement, puisqu'ils étaient tenus à faire un renouvellement 6 mois après la première injection. Et deuxième question, qu'y avait-il dans le dossier? Il y avait un rapport qui devait être fourni, qui était un rapport sur les effets secondaires. Et elle l'a dit à François, j'en retire ce qui a été dit à François, elle a bien dit que le confrère en charge des intérêts du gouvernement a dit que non, il ne pouvait pas le dire, il n'avait pas l'autorisation de le dire, et que finalement, il n'avait pas cette information. C'est quand même énorme. On veut faire injecter des personnes, même des enfants maintenant, avec un produit qui n'a qu'une autorisation de mise sur le marché provisoire et conditionnelle, que par ailleurs, très important, on ne connaît pas la formule complète de cette injection. On en connaît une partie, mais pas complètement. Que d'ailleurs, il y a un décret, le fameux décret du 7 août dont on a beaucoup parlé, dans sa partie 2, ce décret prévoit les contre-indications vaccinales. Oui, vous parlez de l'article le 1059 ? Oui, le 1059. Diane Prota a d'ailleurs fait elle m'a devancé, elle a fait un recours sur ce décret, sur la deuxième partie du décret, c'est-à-dire la contre-indication vaccinale. Parce que ce décret est, très honnêtement, juridiquement, c'est à s'arracher les cheveux, parce qu'il ne prévoit qu'une seule contre-indication, celle au propylène glycol, produit de toute façon extrêmement dangereux. Mais là, dernièrement, ils se sont retrouvés à rajouter un motif de contre-indication vaccinale, alors qui n'est absolument pas applicable en Guadeloupe, puisque c'est un motif de maladie rare, en disant que cela étant, ça devait être confirmé par un service des maladies rares. Nous n'avons pas de service des maladies rares. Donc, pour les Guadeloupéens, ça ne sert à rien. Et je peux vous dire que j'ai plusieurs exemples de certificats de contre-indication vaccinale qui ne respectaient pas ces termes, forcément. Des gens qui ont eu des problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires et qui ont des allergies, ils ne sont pas... Enfin, ils courent un énorme danger à être vaccinés. Donc, ils demandent à surseoir à cette vaccination, mais pour des raisons médicales.
Et on leur répond à l'ARS, ah mais non, mais il n'en est pas question, ça ne rentre pas dans le schéma prévu par les textes. Comme pour les asthmatiques. Oui, comme pour les asthmatiques, enfin je ne les ai pas tous cités. Hein. On arrive vers la fin Surtout de pour cette... les, je pense aux enfants. Ouais. Vous vouliez nous montrer un document, Madame Bessis, pour... C'était Oui. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que disait France Info, France Inter. Non, France Inter, France Inter. Non, France Inter me disait des fake news, mais je n'avais pas encore parlé de ce document. Ouais. J'en ai parlé hier sur le courrier des stratèges. C'est un document que j'ai eu par des pharmaciens, que je défends également. Vous voulez que je l'affiche maintenant, là? Oui, vous pouvez l'afficher. C'est un document tout à fait officiel de Santé publique France. Vous voyez, Santé publique France, direction alerte et crise. Donc voilà, ça a été fait en France, hein, et ça concerne, tenez-vous bien, une extension de... Alors, et c'est dit, extension de la durée de conservation. On est bien d'accord, voilà. Vous êtes en train de le souligner. Donc, le vaccin Comirnaty, c'est le Pfizer. Une extension. Mais quand vous allez plus bas dans le texte, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il existe aujourd'hui dans nos stocks, ici, en Guadeloupe, des vaccins périmés. Descendez un peu plus bas. Et ces vaccins périmés, eh ben voilà, on vous dit nouvelle date de péremption des flacons déjà fabriqués. Enfin, déjà fabriqués. Non, ils sont stockés. À Nouméa, ils ont renvoyé leur stock. Ici, on voudrait que nos pharmaciens prennent la responsabilité, qui est lourde pour eux, bien évidemment, et après, c'est lourd pour ceux qui vont vacciner, de changer. Quand un médicament est périmé, il est périmé. Même pour les aliments, il n'y a que très peu d'aliments. On vous dit la date de péremption, c'est le 30 juin, par exemple. Mais chacun sait que pour certains produits, vous pouvez les consommer encore pendant 8, 10 ou 15 jours. Donc là, mais ça ne va pas à 3 mois. D'accord. Donc là, c'est quoi? Selon vous, c'est qu'ils ont encore des stocks d'invendus, en gros, et ils veulent les écouler coûte que coûte. Voilà. D'accord. Donc on va vendre des... On va vendre des traitements quand même. Hein. Ce n'est pas des denrées alimentaires. Hein. Bien sûr, oui. Donc, on va vendre des produits, selon vous, là, ce que vous dites, c'est qu'on va vendre des traitements, comme vous dites, qui ne marchent plus, mais juste pour les écouler. Et donc, on va... Alors, attendez, je n'ai pas dit ça. D'accord. Ce que je dis, c'est que quand un médicament, et je parle bien d'un médicament, ouais. D'accord, est périmé, la pharmacienne ne doit pas vous le vendre, et vous, si vous avez ce médicament parce que vous avez fait un traitement antérieur, vous ne devez pas l'utiliser. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez mal aux yeux, vous mettez du collyre. Ce collyre, il est bien écrit sur la boîte. Attention, notez bien la date à laquelle vous ouvrez ce collyre et vous pouvez l'utiliser. Alors, selon les marques et selon les spécificités, 8 jours, 15 jours, 3 semaines, pas plus. Je ne vais pas l'utiliser parce que ça veut dire qu'il va me faire mal. Là, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, écoutez, le lot, vous voyez, là, il y a un lot qui est périmé au 30 septembre 2021. Eh ben, vous allez le mettre jusqu'au 31 octobre. Et il y en a d'autres, si vous avez des lots qui devaient se périmer en décembre, eh ben, ça va aller jusqu'en février ou mars. Voilà, en haut, vous avez février, et là, c'est après, c'est mars 2022. Moi, je ne sais pas. Pour moi, si le laboratoire, normalement constitué, on va dire, met une date en vous disant, attention, hein, mon produit, il est périmé à telle date. Alors, Santé publique France vous fait une petite introduction à ce document en disant les autorités sanitaires européennes ont validé cette extension. Ouais. Ben, écoutez, moi j'ai un doute, d'abord parce que je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais par contre, quand Santé publique France publie et envoie dans toutes les pharmacies, dans tous les établissements conservant les vaccins, en leur disant, vous avez des stocks de vaccins, vous êtes gentils, hein, vous prenez votre feutre et vous changez la date et vous mettez 3 mois de plus.
Bah, écoutez, pour moi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que voilà, on commence à se faire un petit avis sur la question, notamment dans des journaux comme François, mais on n'est pas médecin ou comment est-ce que enfin, vous-même vous êtes juriste, il y a pas de chance qu'effectivement la technologie permette, pour le coup, s'il ne faut pas se tromper de combat, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'effectivement la technologie permette de repousser les dates de péremption? Moi, je n'y connais rien. Pas pour moi. Je suis juriste, c'est vrai, mais je fais du droit médical depuis un certain nombre d'années. Quand un médicament est périmé, Il est périmé. Ok. Il est périmé. Bon. Soumia, qu'est-ce que tu en penses? En fait, juste alors, avant de, comme Madame Soumia, ce que vous voulez dire, c'est que vous n'avez jamais vu ça dans toute votre carrière. Jamais, Voilà, ok. jamais. Mais je vous dis, je pourrais prendre n'importe quelle boîte de médicaments. Vous avez vu qu'il y a une date. Ouais, ouais. Attention, vous pouvez prendre ce médicament jusqu'à telle date. Bah, à cette date-là, je le jette. Sûr. Madame Saya, du coup, pardon. Oui, nous, en tant que professionnels de santé, quand un médicament est périmé, quand un tube pour le prélèvement est périmé, on jette. On ne peut pas prendre ce risque d'aller injecter, d'aller donner un traitement ou de prendre un tube pour le laboratoire périmé, ce qui peut modifier la chimie de l'analyse du sang. On peut pas se permettre, après personne n'est infaillible, hein, ça peut passer, ça peut arriver qu'on ne fasse, qu'on fasse pas de façon, mais bon, en général, à partir du moment où on donne des traitements tous les jours aux patients, on suit les boîtes, on prépare les comprimés, on a pour habitude de regarder les dates de péremption. Donc, non, on apprend à l'école que quand un flacon est périmé, on le jette. On ne prend pas cette responsabilité d'injecter ou de donner un traitement à un patient avec une Et on le jette dans des boîtes spéciales, hein, parce que pour les médicaments, attention. Voilà, hein. on a des containers exprès. De toute façon, pour les médicaments, on les ramène à la pharmacie et c'est détruit automatiquement. Il y a un circuit, c'est Cyclamed, voilà, qui détruit les comprimés. Même si les boîtes sont neuves. Alors ça, c'est quelque chose que même si les boîtes sont neuves et non périmées, si vous ramenez une boîte de traitement à la pharmacie, elle est tenue de le mettre dans le circuit Cyclamed et d'être détruit. Donc, en l'occurrence, pour les vaccins, ça serait la même chose. C'est-à-dire que le vaccin est périmé, c'est Cyclamed qui détruit. Non, alors, je ne sais pas, hein, je suis pour les comprimés et tout ça, mais pour les vaccins Covid, je ne sais pas. Mais normalement, le mot d'ordre, c'est rentrer chez le patient, on le ramène à la pharmacie dans des containers spécialisés, ils détruisent. Alors, merci pour donc c'était très très intéressant et c'est quand même fou ce qui nous arrive, si effectivement voilà ce que vous racontez. On va arriver vers la fin de cet entretien. Ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir. Vous aviez quand même des analyses très intéressantes aussi sur la société. J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect de révolte et tout ça qui se passe. On parlait tout à l'heure que c'était beaucoup de jeunes, et puis même c'était ce que tous ceux qu'on a eu en Guadeloupe nous disent, là, ceux qui sortent dans les rues, qui font cette révolte, sont beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils n'étaient pas sur les manifestations? Ceux-là, c'est ce qu'on nous a dit, ce n'étaient pas les mêmes qui manifestaient pacifiquement il y a 6 mois. Est-ce que c'est une information à prendre en compte ou pas forcément? Ils se sentaient déjà pas écoutés il y a 6 mois de toute manière. Non, je pense qu'il y a une certaine. Pardon. Je pense que les jeunes il y a un petit moment qui sont désemparés. Et effectivement, les mouvements ont été initiés par les professionnels de santé, hein, que ce soit les infirmiers, les médecins, les pompiers, les kinés, sages-femmes, podologues, enfin, tous les professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Donc, on s'est tous mobilisés pour pouvoir faire entendre toutes ces mesures. Déjà, et puis la problématique de l'eau par rapport aux gestes barrières, enfin, tout ce qu'on rencontrait sur le terrain dans la prise en charge des patients. Et donc, par rapport au matériel aussi pour le Covid, la réorganisation des tournées Covid, on a alerté depuis le début dans des manifestations pacifiques. Donc, c'est vrai qu'on a pris ces manifestations à bras-le-corps, nous, sur le territoire. Les jeunes ne se sont pas forcément associés dès le départ. Ils ont regardé ça d'un œil averti quand même, parce qu'ils ont bien suivi. Quand on les entend parler aujourd'hui, on voit qu'ils se sont ralliés à la cause. Mais ils nous ont laissé
effectivement d'abord manifester, ensuite les syndicats sont rentrés dans la danse pour nous soutenir. Et les jeunes, là, à bout de souffle, parce que y en a pour certains dont les parents travaillent à l'hôpital. Et en fait, ils se sont aperçus que leurs parents allaient être suspendus. Et donc, du coup, l'état dans lequel, pour certains, déjà l'état précaire, la situation précaire dans laquelle ils vivaient, avec peut-être une maman qui travaille à l'hôpital en tant qu'agent de service et se voit suspendue, majore en fait la situation sanitaire ici sur le territoire. Donc les enfants se sont dit, moi mes parents commencent à ne plus pouvoir travailler, j'ai que ma maman qui s'occupe de moi, ça devient compliqué. Et là ils ont commencé à se sentir, on va dire, investis d'une mission pour aller essayer de nous soutenir. Donc effectivement, ça s'est fait, on va dire, progressivement, où là, ils sont vraiment rentrés dans la danse parce que ils s'aperçoivent que ça devient compliqué à la maison et que il n'y a plus à manger, quoi. Il n'y a plus à manger, que les parents aussi commencent à être désemparés, déprimés, vu le nombre de personnes qui m'appellent. Jusqu'à Paris, je reçois des coups de fil, des collègues qui sont à Paris, qui savent même plus vers qui se tourner. Donc effectivement, on sent bien que dans la population, il y a une frustration, il y a un désarroi, et j'aimerais qu'on écoute la population aujourd'hui. S'il y a vraiment un souhait, c'est qu'on écoute la population parce que au point où on est la population aujourd'hui de désarroi, je pense qu'elle est déterminée. Et cette détermination, on la sent bien ici. Et quand le désarroi est à ce point, ça peut devenir dangereux. Alors justement, je me tourne vers vous deux, peut-être un petit peu plus vers Madame Bessis là, mais on ne peut pas ne pas parler, on va nous reprocher de ne pas en avoir parlé déjà. L'information de la semaine, c'est qu'il y a eu la douane on a volé à la douane 2000 armes et on pourrait mettre les photos. Ah, vous dites non, Saya? Non. On a vu des articles de La Première, la chaîne, le média guadeloupéen, enfin aux Antilles, qui disait justement que il y avait ces 2000 armes dans la nature. Donc vous dites non là? Alors, jusqu'à maintenant, on a essayé de mener une enquête sur effectivement ce pillage, et il y a des douaniers qui ne travaillent plus à la douane, qui expliquaient, ils l'expliquent sur les réseaux, hein, ça circule ici, que pour fracturer, que ce soit le coffre, enfin les coffres, ou je ne sais pas comment c'est exactement à la douane, mais pour rentrer, pour pouvoir après repartir par la mer avec des bateaux, c'est ultra sécurisé. Et c'est pratiquement, on n'a pas des délinquants ici comme on peut les connaître en métropole. On n'a pas ce type de délinquants, vous savez, qui sont ultra organisés avec des moyens technologiques pour aller fracturer des coffres, comme on voit dans les films. Non, ici, ce sont des petits jeunes. Alors, il y a toujours, on va dire, une partie de jeunes qui vont aller cambrioler, dégrader des choses, mais je pense que c'est vraiment un ras-le-bol, et puis ça fait partie en même temps du mouvement qu'il y a aujourd'hui, mais ça reste une minorité. Mais des cambrioleurs de type Arsène Lupin, on les a pas ici, donc moi, je suis dubitatif sur ce type de trucs à grande échelle où il faudrait vraiment des gens très bien organisés pour pouvoir aller s'armer comme ça. D'accord, mais alors pardon, mais c'est parce que il y a quand même eu des articles de La Première Guadeloupe, du Figaro, c'est quoi? C'est des fake news du coup, très clairement? Alors là, je vous dirais que ce sont des journalistes qui ont travaillé dans ces lieux-là et qui disent que c'est impossible. D'accord. Alors moi, je vais être très brutal. Okay. Ça veut dire que moi, je considère que ces journalistes-là ne font plus leur boulot de journaliste. Ok, mais alors. C'est-à-dire que moi, je suis désolée, quand je parle de quelque chose, c'est que j'en ai la preuve. On est dans un pays de la preuve. Donc, étaient-ils sur place? Ont-ils suffisamment d'éléments? Ont-ils travaillé avec la gendarmerie et la police qui leur auraient donné des informations? Dans ces cas-là, vous les mettez clairement. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Je suis comme Soumia, j'ai des informations qui me parviennent de droite, de gauche et du milieu où il y a plein de doutes.
à partir du moment où il y a un doute, en droit on dit le doute profite à l'accusé. Donc, moi, tant que je n'ai pas de preuve, quand je vous dis quelque chose, c'est que j'en ai la preuve ou que j'en ai des témoignages, parfois même des témoignages écrits. Quand je parlerai des effets secondaires, j'ai des témoignages écrits. Donc là, je n'en sais rien et effectivement, je suis extrêmement quand même dubitatif. Ouais. Alors, Il faut être prudent parce que c'est quand même extrêmement grave. Ah bah oui, non, mais Ce tout sont à des fait, hein. accusations graves. Après, bon, il y a certains jeunes qui sont armés ici, et c'est depuis longtemps. On a demandé, d'ailleurs, les autorités ont demandé à ce qu'ils déposent les armes. Certains l'ont déposé, d'autres non, probablement. Enfin, pour l'instant, ils sont au stade du jet de pierre et de cailloux sur les forces de l'ordre, ce qui n'est pas forcément très louable non plus, hein, mais a priori, voilà, il n'y aurait pas de tir. Il y en aurait eu en Martinique, mais en Guadeloupe, j'ai pas eu vent de tir sur les forces de l'ordre. Plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui auraient, comment Oui. dire, initié certains feux à cause des lancers de bombes lacrymogènes. Bon, voilà. Alors, il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux. Il faut rester prudent. Maintenant, c'est comme l'a dit le président, c'est une forme de guerre qui se passe. Donc, il y a une guerre médiatique, il y a une guerre, je veux dire, sur le terrain. On est en couvre-feu, donc on n'est pas présent. C'est pas. Alors, Il y a certaines personnes qui filment de leur maison. selon effectivement France Info, là, je relisais les articles pendant que vous me parliez, là, ils disent selon des sources concordantes, mais on sait très peu de choses. C'est notamment parti d'une journaliste, Clémence Appé de Port, donc voilà, qui est de l'AFP là-bas. Donc ça serait donc, alors, ça pourrait être une fake news de l'AFP, alors. Et même pas qu'il y avait une En fait, AFP. ici, le mot d'ordre, c'est d'accueillir sur les barrages que Canal 10. Hein. Donc, voilà, c'est une confiance sur ce Ouais, média uniquement et les autres non. d'accord. Donc, certains journalistes ont été pris à partie, hein, Oui, que ce soit Richard Harold, Garnier, même Richard Garnier de RCI, que Harold, même Harold de Canal 10 a été pris à partie. c'est ça. Il y a eu, je sais, une équipe de BFM qui a été prise à partie. Mais ce que je voulais dire pour un peu aller dans le sens de Soumia, c'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, il y a des campagnes gouvernementales de déposer les armes. Donc, cette année, la campagne a débuté comme d'habitude, il y a déjà quelques semaines. Vous savez, il y a beaucoup d'armes en Guadeloupe, que ce soit des machettes. Mais bon, les machettes, c'est en général parce que c'est des gens qui font de l'agriculture, qui trimballent des machettes, etc. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a des armes en Guadeloupe. Mais tout d'un coup, voler 2000 armes, comme l'a dit Soumia, ces locaux, ils sont plutôt sécurisés quand même aux douanes. Il faut être extrêmement J'imagine. habile. Hein. Donc, Très bien. On reste dubitative. Ben, je l'entends bien, c'est intéressant d'entendre. On attendra la suite. Effectivement, pour l'instant, ça ne dit que des sources, selon des sources concordantes, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, des sources concordantes. Ben, après, des sources concordantes, c'est comme quand vous dites que du personnel hospitalier vous confirme ce que disaient les pompiers. C'est des sources concordantes. voilà. Donc, tout le monde Oui, a c'est des des sources sources concordantes, concordantes. mais des gens qui accepteraient de témoigner. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, C'est là toute la différence. complètement. Moi, à partir du moment où un policier ou un gendarme, plutôt un gendarme parce que je crois que d'ailleurs ça a été confié à la brigade de recherche, quelqu'un de la brigade de recherche me dirait, Maître B6, oui, venez voir le local, voilà ce qu'il y a, là je croirais, parce que j'aurais vu et j'aurais eu un témoignage de quelqu'un qui est sur place. Maintenant, toutes les informations que j'ai sont comme celles qu'a Soumia, hein. C'est pas possible, mais où tu voudrais qu'on les mette et qu'est-ce qu'on en fait? Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y a pas des armes. Il y a, hélas, beaucoup trop d'armes en Guadeloupe. Et sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, les violences faites aux femmes, je me bats
contre ces armes qui peuvent à ce moment-là, oui, faire baisser, en tout cas parmi les femmes ou les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier les hommes, qui sont victimes de violences intrafamiliales. Ouais, du coup, on en reste là pour ce point-là. On va finir juste avec une dernière question sur les revendications. Certains parlent de mélange de revendications. On en parlait au tout début de l'entretien. D'autres disent que, en fait, dans tous les cas, c'est un tout et l'obligation vaccinale, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Madame Saya, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, hein, les manifestations reflètent aujourd'hui beaucoup de revendications qui décantent depuis un petit moment. Donc, principalement, c'était lié à l'obligation vaccinale parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas ici. Et ce pass sanitaire aussi. Donc, on souhaiterait que ce soit levé ici, enfin ici et partout d'ailleurs. Mais bien sûr que ça ne peut pas être dissocié d'une problématique d'eau, comme on l'a souligné, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué ici avec les fortes chaleurs. Ici, il fait un soleil de plomb. Avec les fortes chaleurs, manquer d'eau, je vous assure que c'est terrible. Et quand c'est plusieurs jours, c'est très compliqué. Alors, vous imaginez quand on a des patients et qu'on doit mettre les gestes barrières comme le lavage des mains, qui est le minima à faire lorsqu'on arrive chez quelqu'un. Alors, voilà, donc tout ça, c'est très compliqué et les revendications après sont nombreuses, hein, de la formation pour les jeunes. Hélène, si tu veux compléter, mais il y en a énormément de revendications sur… Non, il y a je me souviens plus si c'est 12 ou 14 points qui ont été déposés dès le mois de septembre. Enfin, on en parlait déjà avant, mais elles ont été officiellement à nouveau déposées en septembre par l'ensemble des syndicats. Il faut quand même insister un tout petit peu sur le fait que dans cette bataille au sens, enfin pas forcément la bataille armée, hein, mais dans ce combat qui est en ce moment en Guadeloupe, il faut noter que les syndicats parlent d'une seule voix, avec des collectifs. Donc, je veux dire, il y a un lionnage, comme on dit en créole, qui nous fait nous souvenir, Soumia et moi, on était là, de 2009, 44 jours de grève. Oui, il y a des revalorisations de salaire qui sont demandées, enfin tout ce qui est inhérent, bien sûr, aux problèmes sanitaires, notamment de l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il y a énormément de soucis avec les infrastructures et voilà, la précarité salariale. Non, et puis les infrastructures hospitalières, il faut arrêter de nous dire que c'est dû au Covid. Hein. C'était déjà comme ça il y a très, très, très longtemps. Ça s'est aggravé parce que l'hôpital a flambé. C'est ça. Donc, l'hôpital a été dans un état déplorable. Il y a eu le feu. N'oublions pas qu'à cette époque-là, le gouvernement a envoyé un hôpital militaire qui a été installé dans la cour du CHU et qui a permis de réguler un certain nombre de choses. Mais l'état de l'hôpital, il y a un autre hôpital qui est en construction, mais on ne l'aura pas avant 2023 ou 2024. Ah oui, il y avait une chose que je voulais souligner aussi. Ce sera la dernière. Par rapport à ça, il y a un petit souci en ce moment, on a une fuite de soignants. Les soignants démissionnent à l'hôpital. Donc, j'ai entendu monsieur à cause de la sans à cause de ce qui se passe en ce moment. À cause on va dire des barrages qui inquiètent un peu le personnel soignant venu de l'Hexagone. Et ils ont tout simplement pris la décision pour certains de démissionner, de rentrer. Et je l'ai entendu dire hier, donc le directeur d'hôpital, M. Cotellon, qu'il s'inquiétait de savoir comment il allait gérer le personnel pour le nouvel hôpital si tout le personnel, surtout médical, repartait en métropole.
Donc voilà, d'où l'intérêt, je pense, de revoir la suspension des collègues, puisqu'on aura vraiment besoin de personnel soignant à l'hôpital et même en ville, étant donné qu'il y a une fuite de soignants qui s'opère. Donc, j'en appelle aux politiques pour vraiment revoir la donne et essayer de rétablir les fonctions de mes collègues suspendus. Et la suspension et l'interdiction de travailler, qui est le cas à la fois pour les infirmières, pour l'ensemble du personnel hospitalier, mais aussi, ne l'oublions pas, pour les médecins hospitaliers, mais les médecins libéraux. Il y en a qui commencent à baisser le rideau, il y en a d'autres qui se battent, mais ils reçoivent une lettre de la CGSS, enfin de la Sécurité sociale, leur disant « Attention, vous avez été interdit d'exercer par l'ARS. À partir de maintenant, le Transpac, enfin l'espèce de boîtier, vous savez, qui permet de relier le médecin avec la carte vitale et qui lui donne, qui fait le paiement, eh bien, on va le couper. Et à ce moment-là, si vous avez eu des consultations, vous devrez nous rembourser. » Oui, il y a des remboursements qui sont demandés effectivement à certains médecins aujourd'hui, sur à peu près sur un mois, de tout ce qu'ils ont pu avoir comme honoraire. Donc, non seulement ils sont suspendus, leurs charges courent, et en plus de ça, ils doivent rembourser des sommes incommensurables. Enfin, ça les met dans des situations pas possibles. Et il va manquer cruellement de médecins. Donc, je pense que le mieux, c'est de rétablir les médecins avant qu'ils ne veuillent ne plus revenir suite à tout ce qui leur arrive. Parce qu'il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire qu'on va suspendre des gens violemment comme c'est fait là. Moi, j'ai plein de collègues qui me disent, même si on me rappelle, je ne sais pas si je vais revenir. Je suis tellement échaudé que voilà. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement de personnel médical, paramédical. Il y a aussi, moi, j'ai des prestataires de services qui m'ont appelé. Donc, il y a des gens, c'est tout ce qui gravite autour. Moi, il y a un agent prestataire de service qui m'a appelé en me disant « J'ai mis des bonbonnes d'oxygène chez les gens pendant tout le confinement. Ça fait 1 an que je ne m'arrête pas, que je travaille, j'ai fait des heures supplémentaires et aujourd'hui, je ne suis pas vacciné, j'ai fait ce choix-là. On me limoge. Et j'ai plus de salaire, je peux pas prétendre au chômage, je peux pas prétendre au RSA, je suis suspendu, je peux pas trouver un autre travail parce que je suis suspendu. Et en même temps, si j'essaye de trouver un autre travail, il faudra que je démissionne. Voilà, est-ce que l'autre travail, je vais pouvoir le garder suffisamment longtemps parce que j'ai pas de compétences forcément, c'est dans une autre branche. Et on m'a dit, voilà, on me pousse à faire du travail au noir. Et ça, j'en veux pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les collègues. Et moi, je suis très inquiète pour la santé mentale et des patients qui ont l'habitude d'avoir leurs soignants depuis très longtemps et qui sont attachés à leurs soignants et qui les voient d'un coup ne plus venir chez eux, qui se sentent abandonnés par leurs soignants, que ce soit médecins ou infirmiers. Et je suis inquiète pour ces patients, je suis inquiète pour aussi mes collègues qui aujourd'hui sont suspendus et qui sont dans un désarroi pas possible et se sentent quand même trahis parce qu'ils ont, pendant cette pandémie, œuvré. On a tous donné 2 fois plus. Je veux dire, on était vraiment au charbon et aujourd'hui, tout s'arrête, mais violemment, avec un courrier du jour au lendemain. Et c'est vraiment terrible. Ça, il faut que les gens prennent conscience que c'est vraiment terrible et que ça va engendrer une population et des enfants derrière qui vont voir leurs parents tomber en dépression, voire autre chose que je ne veux pas aborder parce que c'est vraiment ma hantise. Mais on est en train de fabriquer une génération de frustration et d'enfants qui vont avoir des parents. Alors, Hélène parlait à juste titre de violence conjugale, mais aujourd'hui, avec les mesures de confinement et avec ce qui se passe maintenant avec les suspensions, on a des couples qui éclatent, on a des gens qui sont de plus en plus violents dans les couples, envers les enfants, parce qu'on est agacé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne comprend pas, on est excédé. Et en fait, c'est ces enfants-là, notre nouvelle génération, qui est en train d'en pâtir et d'amortir le choc. Et en plus de ça, on leur met un masque pendant 8 heures à l'école, donc ils respirent mal, ils arrivent à la maison, ils sont déjà fatigués de leur journée, ils doivent travailler le soir pour faire des devoirs, ils sont souvent confinés, ou comme ici, ils ne sont pas à l'école, et
Et en plus de ça, ils ont des parents qui sont excédés et peut-être probablement de la violence à absorber. Vous vous rendez compte pour les enfants comment c'est terrible? Moi, je pense à nos enfants aussi dans cette situation et je dis qu'il faut que le gouvernement prenne cette responsabilité, nos élus, il faut qu'ils prennent la responsabilité de ce qui va se passer avec nos enfants plus tard, parce que déjà, moi, je crains des maladies pulmonaires chroniques avec ce port du masque sous des chaleurs et des latitudes comme ça. Ce n'est pas possible avec des micro-organismes qui se… Je suis désolée, mais j'ai plein de choses à dire. Mais c'est vrai que je veux qu'on pense à nos enfants, vraiment. Et je veux qu'on prenne la mesure de ce qui va se passer, parce qu'on va faire une génération d'enfants en difficulté de santé physique, mentale, et des parents qui seront désemparés. Et je crains pour l'avenir, vraiment, je crains pour l'avenir de la Guadeloupe, je crains pour l'avenir de la France, je crains pour l'avenir du monde, et je suis vraiment inquiète. La Martinique, qui est aussi, dont la situation est très très similaire à celle de la Guadeloupe, comment pensez-vous que sera le futur? Est-ce qu'il va y avoir une révolte assez similaire en Martinique, en Guyane française peut-être prochainement? Alors, Déjà le cas. la Martinique a Oui, mais il n'y a suivi. pas autant de barricades pour l'instant en Martinique. Ah, Alors là, je suis si. pas tout à fait d'accord. Hein. D'accord. Là, ce matin, j'ai eu un Martiniquais ce matin au téléphone avant de faire l'émission. Il m'a dit que tous les 10 mètres, c'était bloqué, je ne sais plus où. Il m'a dit que c'était bloqué vraiment. Ah si, la Martinique bloque. La Martinique monte très très fort au créneau et même beaucoup plus fort, je dirais, que la Guadeloupe sur certains pillages et sur certains feux. Ça a vraiment pris une ampleur incroyable ces derniers jours. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe en Martinique. La Nouvelle-Calédonie, c'était mercredi 24, ouais, c'est ça, mercredi 24 où ils sont rentrés dans la danse. La Réunion, c'est en pourparlers, ils sont pas loin de débuter aussi. Et je pense que effectivement, il risque d'y avoir une solidarité des îles, puisque les syndicats sont les mêmes dans toutes les îles et qui s'appellent et que voilà, il faut vraiment, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit les syndicats de soignants ou les syndicats de travailleurs, tout le monde est en connexion et c'est vrai que on craint un embrasement des îles. Donc, il faut absolument régler les problèmes assez rapidement. Je pense qu'il faut entendre la population, vraiment entendre la population et laisser le libre choix. C'est cette liberté qui est revendiquée, le libre choix de se vacciner ou non. Les gestes barrières, on les connaît. Aujourd'hui, on ne prend pas la mesure de ce qu'est un soignant. Un soignant, il est à l'habitude d'être en lien avec des maladies graves. On les gère, les maladies, on sait les gérer, on sait les soigner. Moi, j'ai suivi une cinquantaine de patients Covid et aujourd'hui, ils vont tous bien. Et la plupart du temps, ils étaient traités avec les traitements qui n'ont pas forcément été ont voulu être suivis par cette doxa gouvernementale, notamment la vitamine C. La vitamine C empêche le virus de rentrer dans la cellule, il est prise en préventif. Il y a un protocole Réinfo Covid de vitamine C, vitamine D3, zinc, magnésium, qui fonctionne très bien. Et moi, je l'ai aussi essayé, ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, dans les 3 premiers jours, si vraiment ça s'aggrave, nous avons le protocole de M. Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine ou ivermectine, azithromycine. Il faut prendre ces traitements de façon précoce. Le Dr Raoult l'a dit, ça fonctionne et ça empêche aussi d'aller vers les formes graves. Donc dire qu'il n'y a qu'un seul vaccin qui empêche d'aller vers les formes graves n'est pas vrai. On a un traitement qui fonctionne. Donc il faut aussi faire confiance aux soignants. Et ceux qui veulent se vacciner se vaccinent, libre à chacun de faire ce que lui dicte son envie, mais laisser aussi ceux qui ont une méfiance et qui attendent l'AMM définitive, qui attendent d'avoir plus d'effets, enfin de savoir s'il y a plus d'effets secondaires ou s'il n'y en a pas ou il y en a moins, de laisser les gens avoir ce libre choix d'aller ou non vers la vaccination et ne pas empêcher les gens d'exercer le travail comme ils l'ont toujours fait. Et voilà.
Merci pour votre témoignage, mesdames. Merci d'avoir été avec nous sur France Soir. On a pu faire un tour. Il y aura encore plein de questions complètes, mais on va devoir écourter là. On se tiendra au courant probablement de l'évolution des Merci. événements. À très Merci bientôt. beaucoup de nous Au avoir revoir. donné la parole.